Mœurs et coutumes de l'Algérie, du général Domas, suite. La société kabyle, suite. Depuis un temps immémorial, les Kabyles établis à Aït el-Arba, village considérable de la tribu des Athyani, se livrent à cette coupable industrie de la fausse monnaie. D'autres ateliers moins considérables se trouvent encore au village de Aïthali ou Harzoun, à 15 lieues au sud-est de Aït el-Arba, éloigné lui-même d'Alger d'une quarantaine de lieues. La position du repère de ces faux monnayeurs est au sommet d'une montagne protégée par un défilé très étroit et presque inaccessible. C'est là qu'à l'abri de toute attaque, ils imitent les monnaies de cuivre, d'argent et d'or de tous les pays du monde. Les matières premières leur sont fournies en partie par des mines voisines. Le cuivre, l'argent leur viennent de tous les points du pays barbaresque, du Sahara même, par des hommes qui non seulement apportent à Aït el-Arba les produits de leur pays, mais encore viennent y acheter des espèces falsifiées. On les paie avec des monnaies de bonne aloi sur le pied de 25%. La simple inspection d'une pièce contrefaite prouve que le procédé employé pour l'obtenir est généralement celui de la fusion. En effet, toutes les pièces présentent un diamètre tant soit peu inférieur à celui des modèles, résultat forcé du retrait qu'elles ont subi par le refroidissement à la sortie d'un moule provenant des pièces véritables. Le relief des figures, des lettres est ordinairement mal accusé et l'aspect du métal est terne ou cuivreux. Il faut le dire cependant, et tous ceux qui en ont vu l'affirmeront, la plupart de ces fausses pièces tromperaient le premier coup d'œil. Quelques-unes exigent un examen assez minutieux. Les moyens de répression employés sous les Turcs pour s'opposer à l'invasion des fausses monnaies étaient en tout conformes aux procédés despotiques et arbitraires que pouvait alors se permettre l'autorité. Les gens de Aït al-Arba'a et ceux de Ali Warzoum, ne sortant jamais de leur retraite, étaient obligés de confier à d'autres le soin de colporter leurs produits. Car si les Kabyles protègent les fabricants de fausses monnaies, ils sont impitoyables pour celui qui chercherait à la mettre en circulation dans le pays. Il fallait donc la faire sortir de la Kabylie. C'étaient les Beniani, les Beni Mengellat, les Beni Boudra, les Beni Wassif qui étaient ordinairement chargés de cette mission. De là vient sans doute l'éloignement des autres Kabyles pour ces tribus. Tous ces gens étaient surveillés d'une manière particulière et ne pouvaient voyager dans l'intérieur sans la permission du caïd de Sebaou, qui ne l'accordait pas sans percevoir un droit de 2 douros d'Espagne. Faute de présenter ce permis qu'on refusait d'ailleurs aux gens suspects du trafic des monnaies, le premier voyageur venu subissait la confiscation de ses marchandises, mulets, etc. 3 ans avant l'entrée des Français à Alger, la fausse monnaie s'était multipliée d'une manière effrayante. Lara Yahya, qui jouissait d'une grande réputation chez les Arabes, furieux de voir sa surveillance en défaut, fit arrêter un même jour sur les marchés d'Alger, de Constantine, d'Ostif et de Beaune, les hommes de toutes les tribus connues pour se livrer à cette émission. On incarcéra de la sorte une centaine d'individus que le pacha annonça devoir mettre à mort si on ne lui livrait les moules ou matrices qui servaient à la fabrication. Les gens de Aït al-Arba'a, pour sauver leurs frères, envoyèrent tous leurs instruments. Et les prisonniers ne furent encore mis en liberté qu'après avoir payé une forte amende. Cet échec éprouvé par les faux monnayeurs ne les dégoûta point du métier. Aït al-Arba'a ne perdit rien de sa prospérité, et le nombre de commerçants qui viennent s'y approvisionner de tous les points du Maroc, de Tunisie, du Sahara, de Tripoli, n'en fut aucunement diminué. Un Kabyle pris en flagrant délit d'émission de fausses monnaies était mis à mort sans aucune forme de procès. C'était le seul cas pour lequel la justice fut inexorable et dans lequel l'argent qui rachetait tous les autres crimes ne put faire incliner sa balance. Des industries plus honorables, ne piquant pas autant la curiosité, sont peut-être un peu moins connues. La fabrication de la poudre est concentrée dans la tribu des Reboulas. Elle s'y fait en grand et par des procédés analogues aux nôtres. Le salpêtre abonde dans les cavernes naturelles. Il est fleuri sur leurs parois.
Recueilli comme le salpêtre de houssage, il est lavé puis obtenu par l'évaporation. Le charbon provient du laurier rose et il jouit des meilleures propriétés. Le soufre arrive du dehors. Le dosage est réglé comme chez nous. Le séchage s'opère au soleil. Cette poudre kabyle, un peu moins forte que la nôtre, n'est ni lisse ni égale, mais elle ne tache point la main et est satisfait aux conditions d'une bonne poudre de guerre. Les cartouches kabyles sont bien roulées, elles se vendent en plein marché. Le prix moyen de la cartouche est de 40 centimes, ce qui doit paraître excessif. Les balles sont en plomb et fort irrégulières. L'exploitation du plomb a lieu sur une échelle très considérable dans la tribu des Beni Boutaleb, plus près de Steph. On en trouve aussi dans une montagne près de Msila et dans un autre endroit nommé Agouf, encore chez les Reboulas. Ce dernier passe pour argentifère. Dans tous les cas, on l'obtient par la simple fusion et on l'exporte en saumon ou en balles. Le cuivre se rencontre également en Kabylie. On l'extrait, on l'emploie dans les bijoux de femmes. Fondu avec le zinc, il compose un laiton fort utile pour les poires à poudre, montures de flissas, manches de poignard, etc. 2 mines de fer très abondantes sont signalées dans la Grande Kabylie, l'une chez les Berbachas et l'autre chez les Beni Slimane. Le minerai en roche est traité par le charbon de bois dans un bas fourneau, à l'instar de la méthode catalane. Les soufflets sont en peau de bouc et fonctionnent à bras d'homme. La tribu des Flissas confectionne l'arme blanche qui porte son nom avec le fer des Berbachas et de l'acier venu d'Orient. Les principaux fabricants d'armes à feu sont les Beni Abbas. Leurs platines, plus renommées que leurs canons, réunissent l'élégance et la solidité. Elles s'exportent jusqu'à Tunis. Leurs bois de fusil sont en noyer. Ils montent l'arme tout entière. À côté de cette vaste industrie des hommes, les femmes ne restent point oisives. Elles filent la laine et tissent avec cette matière l'étoffe blanche qui sert à vêtir les deux sexes. Leurs métiers sont établis sur le modèle de ceux d'Alger. Le lin, recueilli en petites bottes puis séché sur l'air et broyé, filé par les femmes et procure une grosse toile employée à divers usages. Les femmes concourent à la confection des burnous qui, dans quelques tribus, Beni Abbas et Beni Ursilan par exemple, dépassent de beaucoup les besoins locaux et deviennent un objet d'exportation. L'Arabe ne s'occupe pas d'entretenir ses armes, cela lui demanderait quelques soins. Un chien noir, dit-il, mord aussi bien qu'un chien blanc. Le Kabyle, au contraire, met tout son luxe dans son fusil. Il le préserve de la rouille et quand il le sort de son étui, il le tient avec un mouchoir pour ne pas le salir. L'Arabe, paresseux de corps, se ressent un peu dans tous les mouvements du cœur de cette inertie physique. Chez les Kabyles, la colère et les rixes atteignent d'incroyables proportions. En voici un exemple récent. Un homme de la tribu des Beni Yala rencontre au marché de Genzat un autre Kabyle qui lui devait 1 bara, c'est-à-dire 7 centimes. Il lui réclame sa dette. « Je ne te donnerai point ton bara, répond le débiteur. Pourquoi ? Je ne sais pas. Si tu n'as point d'argent, j'attendrai encore. J'en ai. Eh bien alors ? Eh bien, c'est une fantaisie qui me prend de ne point te payer. » À ces mots, le créancier furieux saisit l'autre par son burnous et le renverse à terre. Des voisins prennent part à la lutte. Bientôt 2 parties se forment, on court aux armes. Depuis 1h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir, on ne peut séparer les combattants. 45 hommes sont tués, et cela pour 1 sol et demi. Cette querelle date de 1843. Mais la guerre soulevée par elle n'est point encore éteinte. La ville depuis s'est divisée en 2 quartiers hostiles, et les maisons qui se trouvaient sur la limite sont devenues désertes. L'Arabe est vaniteux, on le voit humble, arrogant tour à tour. Le Kabyle demeure toujours drapé dans son orgueil. Cet orgueil prête de l'importance aux moindres choses de la vie, impose à tous une grande simplicité de manière, et pour tout acte de déférence exige une scrupuleuse réciprocité. Ainsi l'Arabe baise la main et la tête de son supérieur avec force compliments et salutations,
s'inquiétant peu du reste qu'on lui rende ou non ses politesses. Le Kabyle ne fait pas de compliments. Il va baiser la main, la tête du chef ou du vieillard, mais quelle que soit la dignité, quel que soit l'âge de celui qui a reçu cette politesse, il doit la rendre immédiatement. Si Saïd Abbas, marabout des Beni, se trouvait un jour au marché du vendredi des Beni Ursilan, un Kabyle nommé Ben Zeddam s'approcha de lui et lui baisa la main. Le marabout, distrait sans doute, ne lui rendit pas ce salut. « Par le péché de ma femme, dit Ben Zeddam, qui se campa bien en face de Sid Saïd, son fusil à la main, tu vas me rendre ce que je t'ai prêté tout à l'heure ou tu es mort. » Et le marabout s'exécuta. L'arabe est menteur, le Kabyle regarde le mensonge comme une honte. Les Arabes dans la guerre procèdent le plus souvent par surprise et trahison. Le Kabyle prévient toujours son ennemi, et voilà comment il le fait. Le gage de la paix entre deux tribus consiste dans l'échange d'un objet quelconque, d'un fusil, d'un bâton, d'un moule à balles. C'est ce qu'on appelle le mezrag, la lance. Tout porte à croire qu'avant l'invention des armes à feu, le dépôt d'une lance était effectivement le symbole de trêve et de bonne amitié. Quand une des deux tribus veut rompre le traité, son chef renvoie simplement le mezrag et la guerre se trouve déclarée. Les Arabes se contentent de la diya, prix du sang, en expiation d'un meurtre commis sur l'un des membres de leur famille. Chez les Kabyles, il faut que l'assassin meure. Sa fuite ne le sauve pas, car la vengeance est une obligation sacrée. Dans quelques régions lointaines que le meurtrier se retire, la vendetta le suit. Un homme est assassiné, il laisse un fils en bas âge. La mère apprend de bonne heure à ce dernier le nom de l'assassin. Quand le fils est devenu grand, elle lui remet un fusil et lui dit « Va venger ton père ». Si la veuve n'a qu'une fille, elle publie qu'elle ne veut point de dot pour elle, mais qu'elle la donnera seulement à celui qui tuera l'assassin de son mari. L'analogie est saisissante entre ces mœurs et celles de la Corse. Elle se dessine encore davantage dans les traits suivants. Si le vrai coupable échappe à la vendetta et laisse sa persévérance, alors celle-ci devient transversale. Elle tombe sur un frère ou l'un des parents les plus proches dont la mort nécessite à son tour de nouvelles représailles. Par suite, la haine entre les deux familles devient héréditaire. De part et d'autre des amis, des voisins l'épousent. Il en sort des factions. Il peut en résulter de véritables guerres.